Bonjour Sophie Vermeil. Bonjour. Sophie Vermeil, vous êtes fondatrice de Droit et Croissance. Vous êtes avocate en corporate et restructuring. Vous avez publié un rapport pour une véritable gouvernance d'entreprise en France chez Droit et Croissance. Alors j'ai souhaité vous recevoir pour en parler, parce que ça veut dire qu'on n'a pas une vraie gouvernance d'entreprise en France ? On a une gouvernance qui est un peu issue de la manière dont a évolué le capitalisme français depuis les années 80, Oui. qui est effectivement pas une gouvernance similaire à celle qu'on trouve dans d'autres pays avec des marchés financiers plus profonds, donc typiquement le Royaume-Uni ou les États-Unis. Et en fait, ce qu'on observe dans le système français, c'est et ça c'est un peu similaire à notre système politique, c'est qu'on n'aime pas trop les contre-pouvoirs en fait. Oui. Et en fait, il faut comprendre que quand vous êtes donc on parle là des grandes entreprises qui, on va dire, qui par définition sont les marchés financiers, même si la gouvernance d'entreprise, ça touche aussi aux plus petites. Mais en gros, c'est d'accepter l'idée que le dirigeant, en fait, il peut pas être en roue libre, il doit obéir, il doit être sous le contrôle d'un conseil d'administration. Et de la même façon, un conseil d'administration doit être sous le contrôle des actionnaires. Et ce sujet-là, en fait, c'est pas un sujet, c'est pas un point de vue qui est très en vogue en ce moment. Parce que je pense que vous avez remarqué qu'on a des grands sujets climatiques, des grands sujets de questions sur la répartition de la richesse, d'inégalités, etc. Et qu'on est plutôt dans un mouvement inverse à celui que je viens de dire, qui est donc un mouvement inverse à l'idée que l'actionnaire doit avoir le contrôle sur le conseil d'administration, et donc un mouvement qui est de dire l'entreprise doit aller au-delà de la création de richesse pour les actionnaires. Et à partir de ce moment-là, on a plutôt envie de s'affranchir du contrôle des actionnaires. Et nous, ce qu'on a essayé de faire valoir dans Droit et Croissance, c'est que cette vision-là, qui est une vision, qui, bien entendu, auquel on peut adhérer, qui a plein de vertus, etc., provoque en fait des effets pervers, et que quand le législateur, au moment de faire les lois, il fait ses choix, etc., c'est difficile de ne pas tenir compte du fait que, en décidant que l'entreprise sert aussi l'intérêt général, ça rend les dirigeants, alors on dit en anglais non-accountable, ça veut dire qu'ils n'ont plus de compte à rendre en fait à leurs actionnaires, et ça pose la question de qu'est-ce qui se passe si un dirigeant est en roue libre. On a tous en tête l'affaire Danone, Absolument, qui a mis le sujet au cœur des débats. Oui, surtout que Danone avait la spécificité d'être la seule société cotée, d'être une entreprise à mission. Et donc une entreprise à mission, c'est une entreprise qui, dans ses statuts, indique qu'elle n'a pas que pour objectif la création de richesses actionnariales et a d'autres missions. Et alors, certains ont dit que c'était le procès de l'entreprise à mission. Je pense que c'est un peu trop. Personnellement, je pense que l'entreprise a plein d'avenir, mais plutôt dans les entreprises plus petites où il y a des relations personnelles qui se jouent entre actionnaires et dirigeants qui font que, même s'il n'y a pas un contrôle effectif des actionnaires, ça fonctionne quand même. Pour les entreprises plus grandes, je suis beaucoup plus réservée, à cause des effets dont je parle, c'est-à-dire l'idée que les dirigeants ne peuvent pas être laissés en roue libre. Je vous donne des exemples. On me dit souvent que les grandes fusions ne créent pas de valeur, ou peu, parce que vous avez des mastodons avec des cultures différentes au sein des entreprises, et que du coup, plus vous êtes gros, plus la fusion est compliquée. Mais sauf que le dirigeant, à titre personnel, il peut avoir plein de raisons de vouloir faire une grosse fusion. Parce que c'est vachement mieux d'avoir une entreprise qui fait 30 000 salariés et pas 10 000. Et que donc, à ce moment-là, il faut reconnaître qu'il peut y avoir des situations de conflit d'intérêts entre l'intérêt personnel du dirigeant et l'intérêt de la société. Et donc, si on dit que le dirigeant est en roue libre parce qu'il peut utiliser l'argent qu'on lui donne pour aller créer une coopérative laitière en Afghanistan pour aider la population en ce moment, c'est difficile à un moment donné de trouver une corde de rappel pour lui dire, au fait, je pense qu'il faudrait un peu changer de stratégie, d'accord ? Et pour reprendre cet exemple que je sors souvent justement sur la coopérative laitière en Afghanistan, imaginez Danone a de l'argent, elle a le choix entre faire cette coopérative pour aider le peuple afghan et faire une usine en France qui va créer des emplois. Si le critère, c'est plus la création de richesse actionnariale, comment on fait pour évaluer la performance de l'équipe management ? C'est compliqué. Absolument. Question absolument majeure. Vous l'avez évoqué, aux États-Unis, c'est la préservation de l'intérêt de l'actionnaire, de l'investisseur, qui est au cœur du sujet. En France, on a quand même eu un rapport Viennot 1, Viennot 2, Bouton, on a les codes AFEP-MEDEF, ça fait quand même 25 ans, même plus de 25 ans. Oui, mais alors pour tempérer le mouvement, aux États-Unis, c'est vrai qu'il
ils ont été beaucoup plus sur dans la protection de la... On a tous en tête l'affaire Enron, hein, par exemple, hein, qui avait marqué les oui, esprits, hein. et après c'est un cas de fraude, donc là c'est encore un peu spécifique, mais il y a quand même aussi une tendance aux États-Unis vers la prise en compte des sujets climatiques. Vous avez un activisme vert, on l'a vu sur ExxonMobil, un activisme vert au sens où vous avez un actionnaire qui a fait une campagne pour forcer ExxonMobil à prendre davantage en compte des considérations climatiques en dehors de considérations de création de richesse par l'actionnaire. Donc même les États-Unis restent très ancrés dans cette idée de protection des actionnaires, des droits, etc., avec un mouvement quand même aussi un peu vert. Mais nous, c'est vrai qu'on est quand même à l'opposé du spectre. Et en plus de ça, on était déjà à l'opposé avant la montée des sujets climatiques et on continue de l'être de plus en plus. Et pour répondre à votre point, effectivement, il y a eu les rapports Viennot 1 et 2. Il faut comprendre d'où ça vient. En fait, il faut réaliser que nos marchés financiers ne datent que des années 80. Et donc, à un moment où il y avait beaucoup d'entreprises publiques, où on a toujours une élite composée de fonctionnaires et qui, du coup, partait de Bercy pour aller dans les grandes entreprises, et donc une vision du capitalisme qui était différente de la vision historique aux États-Unis. Mais ce qu'on voit, et ce que je dis souvent, c'est que vous pouvez mettre en place tous les codes de corporate governance que vous voulez. Donc, vous avez parlé du code AFEP-MEDEF. Je me permets juste de mentionner, AFEP-MEDEF, c'est 2 lobbies pour les entreprises. Où est le lobby investisseur pour créer une discussion au moment de mettre en place le fameux code de gouvernance d'entreprise? Donc déjà, c'est un peu bizarre. Dans d'autres pays, vous avez des investisseurs qui vont être dans le comité qui crée le code de bonne gouvernance. Donc déjà, nous, il n'y a que le lobby des entreprises qui le fait. Et deuxièmement, ce que je dis souvent, c'est que, et là je reviens à cette idée de contre-pouvoir, c'est-à-dire que quand vous êtes face à un conseil d'administration, si vous êtes vous un administrateur indépendant en France, vous êtes nommé par le conseil d'administration, enfin le dirigeant qui en fait va vous choisir, etc. Vous êtes nommé par l'AG. Ouais. Quelle est votre incitation à bien faire votre travail, c'est-à-dire à challenger l'entreprise, le management? En France, elle est assez faible parce que quand vous regardez, citez-moi, en dehors de cas vraiment graves de, par exemple, abus biens sociaux, des situations où il y a eu des actions en responsabilité contre des administrateurs, alors même que la société était en bonne santé financière. Sur des sociétés cotées, jamais. Et en fait, donc du coup, vous vous interrogez, il n'y a pas de class action, pas possibilité d'aller du coup sanctionner les administrateurs est très faible en France, et donc vous devez demander, en fait, est-ce qu'ils vont pas juste être des bini oui face à un management en fait tout puissant? Je suis pas en train de dire qu'il faut absolument mettre en prison ou même engager une responsabilité des dirigeants tout le temps. C'est important de préserver un sanctuaire pour qu'ils puissent prendre des risques, et ça c'est vraiment un point essentiel. Mais il faut que, à verso, quand il y a des problèmes de conflit d'intérêts qui sont pas traités et qui prennent des décisions qui sont en fait dans l'intérêt, par exemple, d'un actionnaire de contrôle et pas de l'entreprise, il faut que ça soit sanctionné. Et là, on observe que ça l'est pas. Et donc, voilà. Et donc, c'est le problème dans les conseils d'administration où il n'y a pas de corde de rappel pour les actionnaires. Encore une fois, la class action n'existe pas. Les possibilités de mise en jeu de la responsabilité des dirigeants est assez faible. Et ça joue sur les incitations. Quand on s'intéresse à la gouvernance d'entreprise, c'est très important, en fait, de relever les mécanismes à la fois de droit, mais pas forcément de droit. C'est les mécanismes de réputation, les enjeux, qui font que ça a une influence sur le comportement des gens qui sont au conseil d'administration. Et c'est là où il faut noter qu'en France, les incitations, le bâton n'existe pas forcément, parce qu'il n'y a pas le contentieux. Et la carotte est assez faible, parce que du coup, c'est le contre-coup, c'est qu'ils ne sont pas très bien payés par rapport aux administrateurs américains. Et du coup, forcément, vous passez moins de temps sur les dossiers. L'urgence de sortir d'une vision caricaturale de la gouvernance, caricaturale du méchant actionnaire et du gentil dirigeant. Absolument. Voilà. Et d'un côté, parfois aussi, l'actionnaire, évidemment, peut abuser. Vous l'avez justement en disant, il faut sortir de la caricature. Et c'est comme en démocratie, mais chez nous, on voit aussi que la démocratie, elle est un peu bancale. Ouais. Il faut des contre-pouvoirs. Et nous, on a une vision très verticale du pouvoir en France, et du coup, ça n'aide pas les entreprises. Merci Sophie Vermeil. Merci à vous.